Le président de la République participe par visioconférence au panel de haut niveau sur le financement du développement à l'ère de la Covid-19 et au-delà. Le Conseil des ministres se réunit dans sa session hebdomadaire sous la présidence du président de la République. Et notre pays enregistre 54 nouveaux cas de contamination au coronavirus. C'était les titres de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Et nous ouvrons ce journal par les activités du président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, qui a participé aujourd'hui par visioconférence au panel de haut niveau sur le financement du développement à l'ère de la Covid-19 et au-delà. La rencontre organisée par le Canada, la Jamaïque et le secrétaire général des Nations Unies a vu la participation d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement et des dirigeants d'organisations internationales. Bokar Bailaba nous en dit plus. Ce sommet par visioconférence auquel a participé le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, était convoqué par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness. Il a permis de regrouper plusieurs dirigeants mondiaux et les organisations internationales. Objectif, affiner et accélérer la réponse mondiale aux répercussions importantes du Covid-19 sur l'économie et les personnes et proposer des solutions concrètes aux besoins urgents en matière de développement. À cette occasion, le président de la République a prononcé un important discours dans lequel il a mis en évidence l'impact négatif de cette pandémie sur les économies africaines, marquées par une faible diversification, une forte informalité, une prévalence aiguë de la pauvreté et un endettement à la limite du soutenable. Il a rappelé qu'en dépit des efforts entrepris par la Mauritanie dès le mois de mars pour limiter la circulation du virus, la pandémie est toujours là et que le moindre relâchement peut entraîner une résurgence de la maladie. M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani a souligné que cette crise inédite aura servi au moins à nous interpeller de manière certes poignante, mais opportune sur notre devenir commun. Cela exige des pays une refonte tant de leur modèle de développement que du système de coopération internationale. Pour rappel, le G20 a accepté en avril dernier de suspendre le service de la dette publique bilatérale de 76 pays en développement afin de les aider à augmenter leur liquidité et à faire face aux effets de la pandémie du coronavirus. Et à cette occasion, le président de la République a prononcé une importante allocution dans laquelle il a mis en évidence l'impact négatif de cette pandémie sur les économies africaines, marquées par une faible diversification, une forte informalité, une prévalence aiguë de la pauvreté et un endettement à la limite du soutenable. Écoutons dans son intégralité l'intervention du président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani. Je voudrais avant tout exprimer mes sincères remerciements à leur Excellence, Messieurs Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, Andrew Holness, Premier ministre de la Jamaïque, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour cette heureuse et importante initiative. Excellences, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, nos économies étaient déjà bien avant la pandémie du Covid-19, confrontés à des problèmes structurels caractérisés par une faible diversification, une forte informalité, une prévalence aiguë de la pauvreté et un endettement à la limite du soutenable. À tout cela s'ajoute l'insécurité persistante dans notre espace sahélo-sahélien, résultant de l'amplification de l'extrémisme violent et des réseaux mafieux qui se développent sous sa bannière. L'ensemble trouvant un terreau favorable dans les conflits au Moyen-Orient et en Libye. En dépit de ces contraintes, nos pays ont fait preuve de résilience et ont su réaliser ces dernières années des niveaux de croissance notables qui étaient en constante amélioration. Malheureusement, la pandémie du Covid-19 et la crise de trouble
C'est un véritable coup de massue qui, au-delà du drame humain qu'il engendre, a fait entrer nos pays dans une situation d'une ampleur sans précédent. En effet, pour ne citer que le cas de mon pays, la Mauritanie, le taux de croissance variera entre moins 2 et moins 5% en fonction du temps que prendra la lutte contre la pandémie. Cette situation s'est déjà traduite par des pertes nettes de plus de 20% des recettes fiscales au moment où les dépenses ont augmenté de plus de 12% pour financer les mesures sanitaires liées à la pandémie du Covid-19 et soutenir les ménages les plus pauvres, portant ainsi le déficit budgétaire à 50% du PIB. Elle risque par conséquent d'engendrer un accroissement substantiel du taux de pauvreté. Certes, les appuis de nos partenaires et le moratoire sur la dette sont à saluer, mais ces mesures restent bien en deçà des défis à relever et de nos attentes. Nous avons, dès le mois de mars, pris une série de mesures visant à limiter la circulation du virus, mais nous constatons hélas aujourd'hui qu'il continue à circuler. Et au moindre relâchement, la pandémie reprendra de plus belle et nos économies fragiles continueront à en pâtir. Au niveau du G5 Sahel, la crise a conduit nos pays à redoubler d'efforts pour maintenir la sécurité dans les zones frontalières afin d'empêcher les groupes extrémistes d'élargir leur influence et de les priver ainsi de mannes financières précieuses issues des trafics illicites qu'ils utilisent pour financer leurs activités subversives. Mesdames, Messieurs, la crise inédite provoquée par cette pandémie aura servi au moins à nous interpeller de manière certes poignante mais opportune sur notre devenir commun. Elle appelle à repenser en profondeur tant notre modèle de développement que notre système de coopération internationale. À cet égard, je saisis cette opportunité pour faire le plaidoyer, à l'instar des autres chefs d'État et de gouvernement, en faveur de l'annulation systématique et immédiate de la dette de nos États. Même si cette annulation, à elle seule, est insuffisante, elle permettra de contribuer au financement des ODD dont l'atteinte est aujourd'hui plus que jamais compromise. J'aimerais conclure en insistant sur le rôle plus que crucial des institutions multilatérales en ces circonstances exceptionnelles. Ce rôle n'exonère en rien cependant nos pays qui doivent nécessairement procéder, à la lumière des enseignements tirés de cette épreuve, à leur propre introspection pour refonder leur approche de développement afin de mobiliser davantage de ressources domestiques, améliorer l'efficacité de leurs dépenses publiques et faire de la transparence dans la gestion des ressources publiques un pilier intangible de leur système de gouvernance. Je vous remercie. Activité présidentielle toujours. Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin au palais présidentiel à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé 2 projets de loi, celui relatif à la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles et le projet de loi de finances rectificative 2020. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Yed Ali Fall. Le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration de l'École normale des instituteurs de Nouakchott. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration de l'École normale des instituteurs d'Ayoun. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de la ferme d'Ampouri. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 2006-126 en date du 4 décembre 2006 portant statut des enseignants-chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires modifié par le décret numéro 2019-115 les modifications du statut des enseignants-chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires introduites par le présent projet de décret portent sur les conditions d'éligibilité pour l'inscription sur la liste nationale d'aptitude au grade de professeur des universités,
de professeurs habilités et de maîtres de conférences, ainsi que sur les conditions d'éligibilité pour le recrutement par voie de concours au poste de maître assistant. Elles permettent également le recrutement par voie de concours des enseignants-chercheurs mauritaniens en poste à l'étranger et fixent les conditions y afférentes. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre secrétaire général du gouvernement a présenté une communication relative à l'adoption d'une charte graphique gouvernementale. Cette communication a pour objet de rappeler l'importance que revêt l'application scrupuleuse du dispositif légal relatif au respect des symboles nationaux dans tous les domaines. À cet égard, la création pour la première fois d'une charte graphique de la République islamique de Mauritanie devra permettre l'uniformisation des documents officiels et des supports utilisés par l'administration tels que les en-têtes, les enveloppes, les affiches, les supports médiatiques, les sites web et les pages officielles sur Internet. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Finances, cabinet du ministre, chargé des missions Mohamed Lamine Ould Ahmed, précédemment conseiller économique au ministère de l'économie et de l'industrie. Ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, cabinet du ministre, chargé des missions Mohamed Abdallahi, précédemment directeur des affaires administratives et financières au même département. Conseiller chargé de l'alphabétisation Sidi Mohamed Ould Bachir, précédemment directeur général de l'établissement des Awqaf. Conseiller chargé de l'information et de la communication Moulay Ould Bahaid. Conseiller chargé de l'enseignement originel Elban Ould Salim Ould Sidi Mohamed, précédemment directeur de la lutte contre l'alphabétisme et l'enseignement des adultes. Conseiller chargé des technologies nouvelles Ahmed Ould Tah, précédemment conseiller chargé de l'enseignement originel. Conseiller chargé des programmes Sidi Mohamed Ould Ahmed Salim, précédemment inspecteur au même département. Inspection interne Inspecteur Hamoud Ould Cheikh, précédemment conseiller chargé des programmes. Inspecteur Cheikh Boutar Ould Boune, administration centrale, direction de l'orientation islamique. Directeur adjoint Ahmed Ould Mohamed Jihdi. Direction du Hajj et de la Umrah. Directeur adjoint Sid Ahmed Ould Sid Khalil, précédemment secrétaire général de l'Université islamique d'Ayoun. Direction chargée des établissements. Directeur adjoint Mohamed Ould Alioun, précédemment directeur adjoint de l'orientation islamique. Direction des instituts régionaux et communautaires. Directeur Ahmed Jiddou Ould Mohamed, professeur d'enseignement secondaire. Directeur adjoint Tayyib Ould Ahmed Zidane, précédemment chef de service au même département. Direction des médias et de la publication. Directeur El-Wali Ould Taha, professeur. Directrice adjointe Lale Mtevadili, institutrice. Direction des affaires administratives et financières. Directeur Mohamed El-Mamoun Ould Minnahne, précédemment chargé de mission au même département. Direction de la lutte contre l'analphabétisme et de l'enseignement des adultes. Le directeur Mohamed Salek Ould Wedlat, précédemment directeur adjoint du Hajj et de la Umrah. Établissement public, Institut supérieur des études et des recherches islamiques. Directeur général, Dr El-Hassan Ould Amar Bellour. Précédemment inspecteur général de l'enseignement supérieur. Directeur adjoint, Dr Sidi Mohamed Ould Mohamed Ould Arbi Ba, professeur. Université islamique d'Ayoun. Secrétaire général, Dr Abdallahi Ould Sid Ahmed Val. Précédemment inspecteur au même département. Établissement national des Awqaf. Directeur Ahmed Ould Allal, précédemment directeur du Centre de formation professionnelle. Ministère du pétrole, des mines et de l'énergie. Établissement public, Société nationale Ma'aden Mauritanie. Directeur général Hamoud Ould Mohamed, précédemment président de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel. La traditionnelle conférence de presse qui se tient après le Conseil des ministres a été animée par Dr Sidi Ould Salim, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, et le ministre secrétaire général du gouvernement qui s'est appesanti sur la communication relative à l'adoption d'une charte graphique gouvernementale. M. Diang Jibril a souligné dans son intervention que cette communication a pour objet de rappeler l'importance que revêt l'application scrupuleuse du dispositif légal relatif au respect des symboles nationaux dans tous les domaines. Et vous pouvez suivre l'intégralité de ce point de presse juste après ce journal.
Place maintenant au point de presse quotidien du directeur de la santé publique, Dr Sidi Ould Zahav, pour faire le point sur la situation épidémiologique dans le pays. Aujourd'hui, le nombre des cas déclarés positifs Covid-19 dans les dernières 24 heures est de 54 personnes. La situation est alarmante et le directeur de la santé publique, comme à son habitude, en appelle à la population pour le respect des gestes barrières. Écoutons-le. Cette situation qui se caractérise par la réalisation de 287 tests au cours des dernières 24 heures, dont 106 tests de confirmation. Et donc, ceci porte le nombre de tests réalisés depuis le début de l'épidémie à 6622 tests. Quant aux 287 tests réalisés au cours des dernières 24 heures, ils proviennent de Nouakchott, des 3 régions de Nouakchott, au nombre de 258, 6 tests de la région du Houd Sharqi, 4 de l'Adrar, 2 du Gorgol et 6 de Nouadhibou, et 3 bien entendu de l'Inchiri. Quant aux cas positifs, ils sont au nombre de 54 et qui se répartissent entre 51 dans les 3 régions de Nouakchott et 3 dans la région de l'Inchiri. Et donc, on a 54 cas nouveaux et on a malheureusement 3 décès, dont un décès qui était sous traitement, qui était hospitalisé, et 2 autres au niveau communautaire et ont été dépistés après leur décès. 53 des nouveaux cas étaient des cas contacts et il y a un cas communautaire pas encore lié à à une contamination précédente. La répartition des nouveaux cas par région et par Moqata'a est la suivante. 3 cas à Ben Nishab, à Nishiri, 4 cas à Darnaï, 9 à Teert, 11 à Toujouni, 8 cas à Oksar, 1 à Sebkha, 6 à Tevrakzena, 10 cas à Arafat, à Elmina 1 cas et 1 cas à Riyad. Et donc, le nombre de cas positifs enregistrés dans le pays depuis le début de la pandémie est de 346 cas, dont 15 guérisons, 19 décès et 312 cas suivis actuellement. Et parmi ces derniers, 7 ont des symptômes simples et 305 cas asymptomatiques. Ceci étant dit, j'appelle encore une fois les citoyens et l'ensemble des forces vives de la société à respecter strictement les mesures de prévention, les mesures de protection, afin de pouvoir arrêter la propagation de cette épidémie. Ce sont les moyens qui se sont avérés les plus efficaces dans les autres pays et qui ont permis à certaines nations d'arrêter le cours de l'épidémie et de revenir à la vie normale. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de sauver des vies, les vies de nos citoyens. Nous avons besoin de sortir de cet état de confinement, de revenir à notre vie normale. Et ceci passe obligatoirement par une période vraiment de confinement sérieux, vraiment avec vraiment une situation où toutes les familles restent à la maison et qu'on utilise systématiquement soit les masques, soit les autres barrières et qu'on respecte les distances entre les personnes. Et donc, je renouvelle l'appel à nos citoyens et à toutes les forces vives de la société pour vraiment respecter ces mesures pendant une période suffisante pour arrêter la propagation du virus. Cap sur la capitale économique Nouadhibou, l'autorité de la zone franche de Nouadhibou a distribué aujourd'hui
20 000 masques dans les marchés de la ville pour soutenir les efforts entrepris pour contenir la propagation du Covid-19 dans la wilaya. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une série d'interventions entreprises par l'autorité de la zone franche pour lutter contre la pandémie. Abdul Adamaba. Le port du masque est un élément important dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. C'est dans cette optique que l'autorité de la zone franche de Nouadhibou a organisé cette campagne de distribution de masques. Ainsi, 20 000 masques ont été mobilisés par cette structure afin de les distribuer au niveau du marché de la capitale économique du pays. Cette campagne se déroule en collaboration avec les autorités administratives de cette wilaya. Cette activité rentre dans le cadre des interventions de la zone franche de Nouadhibou. En appliquant les mesures de la commission chargée de la lutte contre le Covid-19 dans notre pays, donc l'autorité de la zone franche de Nouadhibou a entamé plusieurs mesures. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour faire des opérations de sensibilisation au niveau du marché de Nouadhibou. Donc en distribuant des masques, des gants, ainsi de suite, pour essayer de sensibiliser au max de la population. Et nous remercions la population de Nouadhibou d'avoir répondu favorablement à l'appel de l'État pour la lutte contre ce virus. Cette intervention s'effectue par ailleurs en collaboration avec les organisations de la société civile. En plus de ces distributions de masques, ces organisations sensibilisent les habitants dans le cadre de la prévention. Ce membre des organisations de la société civile affirme que cette campagne se tient en collaboration avec la zone franche de Nouadhibou au niveau de ce marché, vu que, dit-elle, que cette maladie sévit au sein de la communauté. On sensibilise les citoyens à porter les masques, à s'accommoder des règles d'hygiène, particulièrement le lavage des mains. Cette distribution de masques, qui est partie intégrante du plan d'action de la zone franche de Nouadhibou, a été bien accueillie par les résidents. L'impérieuse nécessité de porter le masque a été mise en avant, c'est ce que ce citoyen précise. Il indique que le masque constitue un élément important pour lutter contre la propagation du virus. Cet autre habitant souligne qu'il est nécessaire de porter le masque pour lutter contre cette pandémie. Cela permet, dit-il, de protéger autrui quand on parle ou quand on prend part à une rencontre avec d'autres personnes. Autre effort, celui de l'État pour disponibiliser les traitements des maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle et le diabète, entre autres. Il s'agit de fournir en quantité suffisante ces médicaments et de maîtriser leur écoulement. 3 centres ont été identifiés pour recevoir et distribuer ces traitements. Explication avec Bokar Boylava. Bonne nouvelle pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Ainsi, le ministère de la Santé annonce que certains médicaments pour le traitement des maladies chroniques sont disponibles suffisamment dans les pharmacies de 3 structures sanitaires. Le Centre national de cardiologie, le Centre hospitalier Cheikh Zayed et le Centre hospitalier national. Et c'est tout le sens de la visite effectuée par le directeur de la pharmacie et laboratoire au Centre hospitalier national. L'objectif est bien entendu de s'informer de l'état de stock de médicaments dans ces structures sanitaires. On est venu aujourd'hui visiter l'hôpital national par rapport au déroulement. Donc je pense que c'est satisfaisant par rapport au stock disponible et par rapport aux 2 jours passés. Et puis noter la première journée avec plus de 36 patients qui ont pu avoir leurs médicaments. Et la deuxième journée, on a pu avoir jusqu'à 55 malades et qu'on a visité le stock aussi. Donc le stock aussi, ça va. Pour l'instant, je pense que ça peut tenir, mais on fera de telle sorte aussi pour réapprovisionner l'hôpital, au moins pour pouvoir, en tout cas, soulager les populations. Cette décision de renforcer le stock de médicaments pour les maladies chroniques a été saluée à sa juste valeur. Les citoyens espèrent qu'à l'avenir, ce type de médicament sera disponible en grande quantité. Cependant, certaines voix dissonantes se font entendre. Je suis à l'hôpital national et ce qui est étonnant, c'est que les tarifs qui sont affichés, ce sont des tarifs qui sont les tarifs commerciaux des pharmacies. Alors toutes les pharmacies, en apprenant que ces médicaments ont été livrés à l'hôpital, ils les ont cachés. Et ils ne veulent pas les prendre en charge, surtout par les fiches CNAM. Et à l'hôpital, il n'y a pas la prise en charge CNAM, malgré que c'est un service public. Il doit y avoir une organisation où il faut avoir une liaison entre les pharmacies et les pharmacies publiques. En cette période de lutte contre la pandémie de Covid-19, les structures sanitaires travaillent sans relâche pour assurer le traitement de maladies chroniques tout en prescrivant des médicaments autorisés par le département de tutelle.
Otagan, le wali de la wilaya, Dr Mokhtar Oulhandi, a présidé hier dans la salle de réunion de la municipalité de Tijigja le comité régional chargé du suivi et de la mise en œuvre du programme pastoral spécial pour les éleveurs. La réunion a été l'occasion de passer en revue les étapes déjà réalisées par ce programme et les objectifs fixés. À la fin de la réunion, le wali a déclaré que l'État a mis en œuvre un programme ambitieux et coûteux afin de soutenir les éleveurs dans cette période. Il a évoqué à cet égard 80 000 tonnes d'aliments de bétail et de centaines de points de vente afin que les éleveurs évitent les déplacements. L'axe routier reliant la capitale Nouakchott à la capitale du Trarza Rosso est l'objet d'un suivi rigoureux de la part de la gendarmerie et la police nationale. L'objectif est de bloquer toute tentative d'infiltration. La circulation sur cet axe est réduite au strict minimum, comme l'a constaté Aminata Khan. Cette route reliant notre capitale Nouakchott à Rosso, jadis très fréquentée, est aujourd'hui quasi déserte à cause des mesures préventives prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la pandémie mondiale du Covid-19. Ce chauffeur a déclaré que le contrôle est très strict, surtout après la recrudescence de la pandémie avec la deuxième vague. Il poursuit en indiquant qu'il transporte des fruits et légumes. À Rosso, capitale de la wilaya du Trarza, une ville frontalière où les habitants aujourd'hui vivent au rythme des mesures préventives. Ce citoyen que nous avons rencontré au marché de Rosso a indiqué que les habitants respectent les mesures barrières et portent des masques. Même son de cloche pour cette vendeuse de fruits qui a indiqué qu'elle lave les fruits à l'eau de javel et qu'après avoir reçu de l'argent, qu'elle se lave les mains avec du savon et porte un masque. Au marché de Rosso, nous avons remarqué que tous les habitants portaient des masques ou étaient enturbannés. Respecter les mesures barrières est la condition sine qua non pour réduire les risques de contamination à la pandémie mondiale du Covid-19. Le plus grand centre de santé de catégorie A accueille quotidiennement une cinquantaine de patients en quête de soins. Les consultations au centre de santé de Tintin ont été réorganisées avec l'apparition de la pandémie du Covid-19 dans notre pays. Aminata Khan toujours. La Moukata de Tintin, relevant de la wilaya du Houd al-Gharbi, dispose d'un centre de santé de catégorie A qui renferme plusieurs spécialités et offre quotidiennement des prestations aux patients de la Moukata et des localités environnantes. Dr Brahim Oulmi, médecin principal dans ce centre de santé de catégorie A déclaré à notre micro que le centre est équipé du matériel de pointe nécessaire, qu'il renferme un laboratoire, un service de radiologie, un médecin chirurgien consulte régulièrement, un nutritionniste et également un service de maternité, et qu'avec l'avènement de la pandémie du Covid-19, le personnel et le staff de la structure a reçu une formation et les personnels soignants portent un masque et des gants lors des consultations et respectent la distanciation physique d'1 mètre. Nous avons tendu le micro aux patientes que nous avons rencontrées dans les couloirs de ce centre de santé. Elles sont satisfaites des prestations qu'offrent les médecins, mais ont décrié le manque de médicaments dans la pharmacie du centre. Au cours de notre tournage, nous avons constaté qu'une association de la société civile faisait de la sensibilisation. Une des membres a souligné que leur organisation multiplie les activités pour mieux édifier les citoyens sur les dangers de la pandémie du Covid-19 et la nécessité du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. L'Office national de la météorologie a rendu public plusieurs rapports sur les prévisions pluviométriques pour les semaines à venir. Des prévisions qui augurent d'un précoce et bon hivernage. Une étroite coopération entre les structures chargées de la météo dans les pays du G5 Sahel a été constatée. Abdullah Damaba.
L'Office national de la météorologie a, dans le cadre des prévisions pluviométriques pour cette année, pris part à une vidéoconférence avec des experts des pays de la zone du Sahel. L'objectif est de mettre en place des prévisions des cumuls pluviométriques pour le mois d'avril qui ont été élaborés pour ces régions et particulièrement pour notre pays. Cette réunion a par ailleurs permis d'étudier la situation et de dégager des perspectives. Suite à la comparaison des prévisions pour l'année dernière comparée à cette année, il ressort que l'année passée, nous avons prévu quand même une situation normale et excédentaire, mais cette année, on prévoit des excédents plus que l'année passée, particulièrement sur la partie sud-ouest du pays. Cette année, l'hivernage sera très précoce, contrairement à l'année passée où nous avons prévu quand même un début tardif sur la partie ouest du pays, particulièrement le Plaque Naïtraz. Pour les prochaines semaines, les modèles à notre disposition prévoient des quantités de pluie faibles à modérées suite à une remontée du front intertropical prévu, Inch'Allah, au cours de ces deux prochaines semaines. Et nous pensons que les deux prochaines semaines, Inch'Allah, connaîtront des précipitations faibles à modérées, particulièrement sur l'extrême sud-est de la Mauritanie. Nous avons déjà enregistré des faibles pluies au cours des semaines passées. Ces prévisions saisonnières constituent des études qui sont menées par l'Office national de la météorologie au profit des différents secteurs d'activité économique du pays. Voilà, sur ce s'achève notre journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République participe par visioconférence au panel de haut niveau sur le financement du développement à l'ère de la Covid-19 et au-delà. Le Conseil des ministres se réunit dans sa session hebdomadaire sous la présidence du président de la République. Notre pays enregistre 54 nouveaux cas de contamination au coronavirus. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Merci beaucoup.